Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de J'améliore mes pratiques. Cette visio mensuelle de 30 minutes est portée par le service de santé publique, la coordination générale des soins et la direction qualité. L'objectif, c'est de partager les résultats et les propositions d'action d'amélioration qui sont issues d'évaluations qui sont conduites au CHU de Nantes, dans vos services, vos pôles ou à l'échelle de l'établissement, comme les résultats qui seront présentés aujourd'hui. Nous vous passerons la parole d'ici 15 minutes pour répondre à vos questions. D'ici là, nous vous invitons à couper vos micros. Bien entendu, nous prendrons également les questions posées par écrit dans le chat s'il y en a. Ces rendez-vous peuvent être suivis individuellement ou en équipe, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous à vos collègues. Et enfin, sachez que chaque visio est enregistrée et mise à disposition sur la chaîne YouTube du CHU et vous retrouvez le lien dans les invitations OWA de vos calendriers, comme celle d'aujourd'hui, mais aussi à la fin des mails Améliorons nos pratiques de la direction qualité. Je veux bien que vous renommiez sur Zoom si ça vous dérange pas pour que nous puissions établir la liste des participants. Et enfin, merci de répondre au questionnaire de satisfaction qui apparaîtra en fin de réunion. Je vais maintenant laisser la parole à Manon Marc, qui est interne en pharmacie et qui va vous parler des interventions non médicamenteuses et des thérapies complémentaires au CHU de Nantes. Bonjour à tous, merci beaucoup Morgane. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire J'améliore mes pratiques. Aujourd'hui, moi je vais vous parler des interventions non médicamenteuses et des thérapies complémentaires. Donc, je m'appelle Manon Marc, je suis interne en pharmacie hospitalière. Actuellement, je suis en stage dans le service de santé publique environnementale, dans l'UF du Hall Santé à Saint-Jacques. Donc, pourquoi je vous parle de ce sujet-là? Je ne peux pas passer. Comment ça se fait? Voilà, nickel. Déjà, on va définir ce que c'est les interventions non médicamenteuses, que je vais appeler INM, qui sont vraiment des... En fait, quand je parle de tout ça, c'est par exemple de l'acupuncture dans la douleur, par exemple de la sophrologie ou de l'hypnose dans le cadre des patients qui ont un cancer pour une visée anxiolytique. Ça peut être aussi de l'hypnose en bloc opératoire, par exemple de l'hypoanalgésie pour une petite chirurgie. Voilà, tout ça, on va parler d'INM-TC. Et donc la différence entre les deux, c'est que les INM sont personnalisés, non invasifs, encadrés, et c'est quelque chose qui va être structuré avec des preuves scientifiques, avec beaucoup de publications dessus. Et puis concernant les thérapies complémentaires, ça va être des techniques qui vont être utilisées en complémentarité avec les techniques habituelles. Et ça va être des techniques qui vont avoir un petit peu moins de preuves scientifiques. Donc actuellement, ça existe déjà au CHU, ça existe déjà en France à l'international. Et donc ce que je peux vous inviter à faire, c'est à ne plus utiliser les termes alternatives ou parallèles, qui ne sont pas des termes à utiliser aujourd'hui, mais vraiment de garder ce vocabulaire d'intervention non médicamenteuse et de thérapie complémentaire. Pourquoi je vous parle de tout ça? Donc, ce que je vous ai mentionné juste avant, il y a pas mal de publications, de méta-analyses qui en parlent, qui prouvent l'efficacité, qui parlent aussi des bénéfices, des risques. Et je vous en parle aussi parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère de sobriété médicamenteuse avec une juste prescription. On parle de déprescription aussi, on parle de santé environnementale. Et donc, le but de tout ça, c'est de mieux encadrer, de mieux sécuriser la prise en charge des patients, puisqu'il reste encore un flou aujourd'hui réglementaire. Pourquoi c'est moi qui viens vous parler de ça aujourd'hui? J'ai réalisé ma thèse dans le service de santé publique pour le diplôme de docteur en pharmacie hospitalière. Et avec cette équipe, on s'est intéressé aux freins et aux leviers à la pratique de ces interventions non médicamenteuses et ces thérapies complémentaires au CHU de Nantes. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a fait, quelques résultats. Donc, on a fait une enquête en ligne que vous avez probablement reçue par mail. Donc, les petites images ici, c'est pour les personnes qui sont visuelles qui repèrent mieux.
Donc, enquête en ligne via le logiciel Sphinx du CHU qu'on a envoyé globalement à tous les professionnels du CHU, médicaux, paramédicaux, psychologues administratifs, etc. À tous les services aussi. Et c'était un questionnaire qui était quand même plutôt relativement long, qui restait anonyme et qui a été envoyé en début d'année en plein plan blanc en janvier dernier. Et ce questionnaire, il était structuré assez classiquement. D'abord une mise en contexte, des questions sur les représentations, ensuite des questions sur les freins et les leviers, puisque c'était le sujet de ma thèse. Et puis ensuite, on avait toute une partie vraiment pour les professionnels formés. Et ensuite, on demandait la profession et le service, mais qui était facultatif. Donc, je vais juste vous présenter quelques résultats. Voilà, je ne peux pas tout vous présenter ici. Et on avait beaucoup de répondants. J'en profite pour remercier tous les répondants à notre enquête. On a inclus 429 répondants. Et globalement, il y avait beaucoup de professions différentes, environ 40, et beaucoup de services différents aussi, environ 70. Et à partir de là, on a posé plusieurs questions. Notamment dans les 12 derniers mois, avez-vous bénéficié d'une NMTC pour vous? Et la majorité des répondants, 61%, en ont bénéficié. Ensuite, une autre question sur est-ce que vous êtes à l'aise pour aborder ce sujet-là avec vos patients? La majorité, 59%, sont à l'aise, voire très à l'aise. Et puis enfin, à quelle fréquence recommandez-vous ces INMTC aux patients? Et la majorité le recommande toujours, souvent, parfois. Donc, ce que ça montre, c'est que la population qui a répondu à ce questionnaire est déjà sensibilisée à ce sujet, voire convaincue à ce sujet. Voilà pour ces résultats. Ensuite, on a demandé, d'après vous, existe-t-il des bénéfices et des risques à la pratique de ces interventions non médicamenteuses et ces thérapies complémentaires? Donc, sur le schéma à gauche, vous avez les bénéfices, à droite, vous avez les risques, et vous avez une échelle qui montre que 1, c'est aucun bénéfice ou aucun risque, et 10, c'est beaucoup de bénéfices, beaucoup de risques. Par rapport à ce qu'on retrouve dans la littérature et ce à quoi on s'attendait, beaucoup de personnes ont dit qu'il y avait beaucoup de bénéfices et très peu de risques, ce qui est assez cohérent, sachant que les professions médicales, elles, ont quand même, en termes de nombre, dit qu'il y avait des bénéfices un petit peu plus modérés. Ensuite, pour la suite des résultats, je vous ai parlé des freins et des leviers. Donc, en fait, on avait une suite de propositions dans le questionnaire de 10 à 15 et les répondants devaient cocher ce qui, pour eux, paraissait le plus important. Donc, par exemple, en haut, vous avez les freins institutionnels et en bas, vous avez les freins personnels. Ce qui ressort le plus, c'est-à-dire ce qui a été le plus coché dans cette enquête-là, c'était forcément le manque de temps, le manque de formation, le manque de financement, qui correspond à ce qu'on trouve dans la littérature. Les personnes nous ont dit aussi, les répondants ont aussi mentionné le manque de soutien de la hiérarchie de la direction ou encore le manque de ressources données aux soignants. Et puis dans les freins personnels, on retrouve la même chose, mais en plus, il y a aussi: «Je ne me sens pas légitime et j'ai peur de mal faire», qui est un résultat qui est assez nouveau. Donc ça, c'était pour les freins. Et ensuite, pour les leviers, on avait le même type de questions. Et donc là, globalement, c'est assez intriqué entre les freins et les leviers. On retrouve le temps, on retrouve la sensibilisation, la formation des professionnels, on retrouve avoir plus de soutien de la hiérarchie et de la direction, faciliter la mise en place d'un projet de service et avoir une cartographie des professionnels formés au CHU. Donc c'est des choses qu'on peut retrouver d'une manière générale. En tout cas, là, ça permet d'objectiver avec des chiffres et de confirmer nos hypothèses. Voilà pour les leviers. Ensuite, on avait toute une partie qui concernait, dans cette enquête-là, les professionnels formés. Donc déjà, on a repéré ici 148 professionnels formés à au moins une INMTC, dont l'hypnose, qui est la plus commune, dont la communication thérapeutique, le toucher-massage, la cohérence cardiaque, l'aromathérapie, la méditation, etc. Donc des pratiques, des formations qui sont très diverses.
Puis voilà, pour ce personnel formé-là, on leur a demandé quelles étaient vos modalités de pratique. Finalement, il n'y en a que 57 qui pratiquent alors qu'ils sont formés, donc probablement qu'ils ont des freins. Et puis on est allé un petit peu plus loin, on avait des questions qui concernaient les modalités de pratique, c'est-à-dire comment vous faites en pratique avec les patients. Ce qu'on peut voir, c'est que dans 69% des cas, ce n'était pas prescrit, alors qu'en réalité, il faudrait que ce soit prescrit à chaque fois. On peut voir que dans 40% des cas, il y avait un protocole déjà qui était utilisé, donc c'est déjà pas mal, même si, il devrait y avoir un protocole à chaque fois. Et puis, il y a déjà 27% des cas où c'est toujours tracé dans le dossier du patient, ce qui est déjà bien, mais il faudrait que ce soit fait plus régulièrement. Et puis, concernant la consommation de médicaments, il y en a 77% ont déclaré qu'ils pensaient que ça pouvait réduire la consommation de médicaments. Voilà pour quelques résultats ici. Donc, à partir de ça, il y a eu des discussions avec le CLUDSP, donc qui est le comité de lutte contre la douleur et les soins palliatifs, qui est vraiment le référent de ce sujet-là. Il y a eu plusieurs choses qui sont donc en cours d'élaboration, en discussion. Déjà, il faut sécuriser, ça c'est sûr, pour la prise en charge des patients. Donc, il va y avoir une procédure qui va être créée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous, en tant que professionnel, vous voulez, ou vos collègues, voulez mettre en place une nouvelle intervention non médicamenteuse dans le service, par exemple, faire de la sophrologie pour relaxer les patients, par exemple, voilà, d'autres choses. Il faudra à l'avenir remplir une procédure avec voilà, les preuves scientifiques, etc., qui sera validée par une commission pluridisciplinaire pour voir si c'est effectivement OK pour le mettre en place au CHU ou non. Les protocoles, donc ça, je parle de protocole dans le sens où lit du patient, quel mode opératoire utiliser. Donc ça, il y en a déjà dans la GED, si vous tapez hypnose, relaxation, etc. Et puis, bien évidemment, informer les prescripteurs. Ensuite, on a parlé de la formation, de la sensibilisation, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Le CLUD a aussi parlé de journée de sensibilisation et de partage dans un premier temps pour le personnel formé. Et puis, on peut nommer aussi qu'au CHU de Nantes, le centre de douleurs soins palliatifs porte le nom aussi de médecine intégrative. Donc, dans le parcours de soins, il y a des INMTC avec de l'acupuncture, de la sophrologie, de l'hypnose, etc. Et puis, avoir une cartographie des professionnels formés, ça serait intéressant aussi, même si, bien évidemment, il faut toujours la mettre à jour. Donc, tout ça, ça ne se fait pas sans les patients. Puis, j'avais parlé de la recherche déjà au début. Donc, ce que je vous invite à retenir, c'est que pour mettre en place, pour développer une intervention non médicamenteuse ou une thérapie complémentaire, ça doit être dans un projet de service, en discuter avec ses référents et à chaque fois, ça doit être cadré, c'est-à-dire par quelqu'un qui est formé pour un patient donné dans une indication, par exemple, à visée anxiolytique, par exemple, à visée de réduction de la douleur, avec un protocole, donc un protocole qui nous dit comment on va le faire, avec quel matériel. Ça doit être prescrit et puis écrit dans le dossier du patient. En conclusion, les INMTC à l'hôpital peuvent être intégrés à condition que ce soit d'une manière raisonnée, éthique et scientifique. Et donc, si vous avez des questions ou si vous voulez mettre en place une INMTC, je vous invite à contacter directement le CLUD avec la BP CLUD que vous voyez là. Et puis, si vous avez des questions par rapport à mon sujet de thèse, aux résultats que je vous ai présentés, vous pouvez soit contacter la BPO Santé, donc qui est un UF du service de santé publique, soit directement via mon adresse mail universitaire. J'en ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir pour y répondre. Et puis, je vous invite à prendre rendez-vous dans votre agenda pour le prochain webinaire J'améliore mes pratiques, qui sera au sujet des directives anticipées le 15 mai. Merci Manon pour cette présentation qui, je pense, est très claire. Et ben, je pense que c'est le moment de laisser la parole à tous ceux qui nous ont rejoints au fur et à mesure. Il y a eu des connexions tout au long de la séance, donc vraiment n'hésitez pas, même si
vous avez loupé le début, c'est pas très grave. Vous pouvez quand même poser vos questions, évidemment. Que ce soit un retour d'expérience, les difficultés que vous rencontrez, si vous êtes concerné par la mise en œuvre dans vos services. Voilà, comment d'autres idées d'actions pour faciliter la mise en œuvre, voilà, par rapport aux situations qui sont les vôtres. N'hésitez pas, j'ai pas de questions à l'écrit, donc eh ben, vous pouvez ouvrir votre micro, vous présenter, et puis voilà, on prend vos retours et vos questions. Est-ce que quelqu'un qui pratique une intervention non médicamenteuse ou thérapie complémentaire veut nous faire part de voilà, comment ça se passe dans le service, comment ça a été mis en place, peut-être? N'hésitez pas à me dire si c'est des choses que vous saviez déjà ou si c'est nouveau pour vous, ce que j'ai présenté là. Bonjour, non, non, c'était pas nouveau pour moi. Je travaille au bloc de CTCV et j'ai vu utiliser et j'ai appris à utiliser le casque de réalité virtuelle. Donc, non, c'est pas nouveau pour moi, c'est très intéressant. Merci pour votre présentation. Vous l'utilisez comment, du coup, le casque de réalité virtuelle? C'est à viser euh, en début d'intervention ou c'est des interventions qui sont faites Alors, dans le cas où moi je suis présent dans la salle, c'est seulement en début d'intervention. Je sais qu'il est aussi utilisé pendant certaines interventions sur des TAVI, je crois, par exemple. ok. Et le matériel que vous avez réussi à avoir, les casques, du coup, ça reste dans votre service? Et j'imagine que vous aviez monté un projet pour avoir ce matériel-là. Oui, je crois que le projet a été monté, porté par les cardiologues, beaucoup, et accompagné aussi par les infirmiers anesthésistes qui sont déjà eux-mêmes en plus formés à l'hypnose. Donc je crois que c'est un complément à à leur pratique. Euh, voilà. Même pour quelqu'un de parfois un peu cartésien comme moi, j'ai trouvé que l'apport de ces thérapeutiques, ça apportait vraiment beaucoup aux patients. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis Alexandra, je suis infirmière en réanimation chirurgicale au PTMC. Alors, moi, j'utilise peu. J'ai une collègue que je vois qu'elle est présente aussi, mais qui, elle, porte beaucoup de projets. Nous, on a de la chance, c'est qu'on a été beaucoup soutenus par les différents cadres au fur et à mesure des 2 dernières décennies, on va dire. Et il y a beaucoup de choses en place dans le service. Et c'est vrai que nous, vous parliez des freins, tout ça. En fait, on en a assez peu, enfin, à part les freins personnels. Mais dans le service, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place. Ça avait commencé par, il y avait une infirmière d'hypnose à mi-temps qui n'est plus là, mais qui avait permis effectivement de monter tout un projet avec le casque virtuel aussi, comme dit juste avant, qu'on utilise en fait assez peu parce que la mise en pratique qui est pas par rapport à nos patients, enfin, pas forcément optimale. Et puis par contre, il y a eu tout un projet justement de la collègue qui est présente, mais qui va pouvoir en parler mieux que moi, mais On d'aromathérapie et d'un m'entend. chariot zen. Je vais peut-être laisser Sophie expliquer mieux, mais Euh, je sais pas si on m'entend. Si, tout à si, fait. si. Ok, bah bonjour tout le monde. Désolée, j'ai loupé le début de la présentation et de l'étude.
Effectivement, nous, dans notre service, on a mis en place le chariot Zen, comme il se fait pas mal en MPU et dans beaucoup de services maintenant, là, que ça commence à arriver. Donc, ça permet en fait de regrouper pas mal d'outils et d'INM et qu'on met comme ça à disposition dans le service. On a formé le personnel au fur et à mesure de leur arrivée et de l'arrivée des différents outils qu'on a sur notre chariot. Donc, à la base, moi, c'était surtout l'aromathérapie et finalement, c'est peut-être ce qui a plus difficile à mettre en place dans un service. Donc, effectivement, comme dit Alexandra, on a eu la chance d'avoir une cadre et un médecin qui nous a suivis et qui nous a aidé à écrire un protocole de mise en place avec toutes les précautions d'usage. Et puis, au fur et à mesure, on a aussi rajouté la box Morphée, des outils d'aide à l'endormissement. On a fait tout un travail sur le bruit, la lumière. Voilà, on essaye d'améliorer nos pratiques comme ça et d'enrichir notre chariot au fur et à mesure des années et des budgets aussi, puisqu'on fait des fiches en fait, d'intéressement auprès du pôle. Voilà. Les retours des patients, du coup, vous avez... En fonction des patients, en fait, et de ce qu'on leur propose, c'est quand même très, très positif. Finalement, ce qui marche peut-être le mieux, c'est la box Morphée de chez Nature et Découverte. C'est une box de relaxation. Et ça marche très, très bien. L'aromathérapie aussi, en fonction des patients. Et ça marche pas mal aussi. C'est des retours très positifs des collègues et des familles aussi, hein. On implique beaucoup les familles. On a fait aussi une fiche de présentation de ce chariot qu'on a imprimé. On a fait un poster en fait et qu'on a mis dans la salle des familles pour le présenter. Et comme ça, les familles nous sollicitent et ça fait un biais de communication. Et c'est vrai que ça sort un petit peu du contexte complètement un petit peu angoissant, anxiogène de la réanimation et ça lève Enfin, ça permet de lever des freins un peu des attentes. Ça marche très bien pour l'endormissement. Il y a pas mal de collègues de nuit qui l'utilisent beaucoup. On a des projecteurs lumineux, on a une colonne à bulles aussi qui marche pas mal du tout. Voilà. On a pas mal de petits outils comme ça. Et par contre, c'est vrai qu'on a le casque de réalité virtuelle qui était pas mal utilisé quand on avait notre collègue qui était formée à l'hypnose, qui était encore présente dans le service. Elle l'utilisait pendant les soins. C'est vrai que depuis qu'elle est partie, on l'utilise moins, on n'est pas forcément bien formé. Et puis au niveau nous, on a beaucoup de patients qui sont très techniqués au niveau du visage. Et du coup, c'est pas forcément adapté au type de patient qu'on a. Voilà. Merci Et beaucoup. des patients adultes dans votre service. C'est un Oui, service. Oui. oui, c'est réanimation chirurgicale et Ouais. brûlés adultes. Après, on fait des jeunes à partir de 15-16 ans, mais Ok. principalement adultes. Merci beaucoup pour votre retour. Et du coup, si je comprends bien, tout ça, c'est intégré aux soins. Donc, vous n'avez pas de temps en plus. Non, par contre, ouais, c'est complètement intégré aux soins. On n'a pas du tout de temps dédié et ça, malheureusement, c'est pas toujours évident. Mais c'est pas dans l'air du temps. Après, là, moi, je suis en cours de formation d'esthétisme pour après faire de la socio-esthétique. Mais si j'ai pas de temps dédié, effectivement, c'est le genre de pratique qui est difficile à intégrer sur des prises en charge parce qu'en réanimation, on est censé quand même être toujours présent et on est toujours dérangé pour des sonnettes, des urgences et c'est difficile d'avoir un temps complètement ancré et complètement dédié à ces pratiques. Donc on l'intègre à nos soins et notamment chez les brûlés pendant les pansements, on pratique ces interventions, mais on n'a pas de temps dédié réel pour le faire en dehors. Mhm. Donc Et, ça reste une partie des freins, effectivement, de l'utilisation. C'est pour ça qu'on a des petits outils assez pratiques et assez simples à mettre en place et aussi où on peut laisser le patient en autonomie, ce qui n'est pas le cas toujours avec le casque de réalité virtuelle et c'est aussi peut-être pour ça qu'on l'utilise moins. vous avez dit qu'il y avait d'autres chargeusiennes dans d'autres services. C'est parti de la Réamed PTMC. Non, pas du tout. Ça partait à l'époque, on était dans le PHU 3 parce que ça marche beaucoup par pôle et PHU, des médecines polyvalentes, médecine urgence et médecine interne. C'était Madame Mechler qui avait pas mal initié ça, la cadre, qui a fait son DU d'aroma là dernièrement aussi. Et ça partait de PHU 3, donc des MPU et médecine interne. Donc c'est elle qui avait initié le projet aux alentours de 2017, 2016-2017. Et nous, on s'en est inspiré, on ne l'a pas fait complètement à la même
voilà, on a mis des outils comme ça d'aide, mais on s'en est inspiré. Et là, aux dernières réunions, aux journées douleur, là, il y a eu un état des lieux un peu de ce qui se faisait dans tous les services et on sent que c'est des choses qui sont en train de se développer dans pas mal d'endroits. Je pense qu'effectivement, c'est adapter les outils et les interventions sont adaptées en fonction des services, vu que vous avez des patients qui n'ont pas les mêmes besoins. Mm. Il y avait une autre question ou un partage d'expérience dans les personnes qui sont connectées? Est-ce que vous confirmez que vous êtes d'accord avec le fait que ça puisse réduire la consommation médicamenteuse, du coup, pour ceux qui l'utilisent de manière régulière? C'est quelque chose que vous pouvez constater aussi? Moi, je pense que c'est en complément. Après, il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'études chiffrées pour le dire. Mais en tout cas, ça se substitue pas au traitement antalgique, ça c'est sûr. Mais c'est un bon complément. Après, je ne peux pas vous dire si on consomme moins d'antalgiques ou moins de somnifères ou d'aide. Je ne peux pas savoir parce qu'il n'y a pas d'études qui le prouvent. Donc, en tout cas, c'est un confort pour le patient quand il est angoissé et pour le soignant aussi, j'ai l'impression que quand on est un peu démuni et là au moins on est force de proposition. Moi, je suis aide-soignante, donc du coup, au niveau traitement, je vais chercher l'infirmière, je vais chercher le médecin, on me fait prescrire. Mais là, c'est des petits outils, des petites choses qu'on peut proposer. Nous, on est force de proposition et on est indépendant là-dessus. Donc, en tout cas, moi, je trouve que c'est un biais et un levier et c'est un très bon complément, quoi. Super. Est-ce qu'il y a des services de pédiatrie aussi qui sont représentés ici, peut-être? Ou parce qu'il me semblait aussi qu'il y avait des choses de faites en pédiatrie. Non, peut-être pas de personnes. Bonjour, moi j'aurais une question s'il vous plaît. Oui, on vous écoute? Oui, bonjour, je suis infirmière dans un centre de réhabilitation psychosociale et je souhaitais savoir, est-ce que les programmes d'éducation thérapeutique sont considérés comme des INM? Alors, en fonction des acteurs, il y en a qui vont considérer ça comme des INM et d'autres pas. En tout cas, au CHU de Nantes, il y a vraiment un programme, enfin, il y a des programmes d'éducation thérapeutique qui sont mis en place. Et dans certains de ces programmes, à l'intérieur, il y a des INM ou des thérapies complémentaires. D'accord. Donc, mais en soi, parce que je m'interroge, je n'ai pas retenu toute la définition, mais de ce que j'ai compris, les INM, voilà, ce sont des méthodes non invasives, assez personnalisées, et pour lesquelles il y a, en tout cas, plus de données probantes que pour les thérapies complémentaires. Et c'est vrai que les programmes d'éducation thérapeutique semblent voilà, correspondre un petit peu Mm. à ce dont vous parliez. Et du coup, voilà, je me questionnais, mais de ce que je comprends, finalement, c'est au sein des programmes, si on propose, par exemple, de la sophrologie, de la méditation, de la cohérence cardiaque, ce sont plutôt ces techniques-là, ces propositions-là qui vont être identifiées comme des INM et pas le programme en lui-même alors. Oui, c'est exactement ça. Et il y a des acteurs qui sont pas d'accord sur les définitions. En tout cas, il y a des choses qui ne font pas consensus, dont le TP, est-ce que c'est une INM ou pas? Oui. Et donc, ce que vous avez dit, c'est exactement ce qu'il faut retenir globalement dans les programmes de TP qui sont très complexes. Il peut y avoir des INM ou des thérapies complémentaires. D'accord. Ok. Oui, parce qu'effectivement, nous, en tout cas, pour proposer différents programmes d'éducation thérapeutique, il n'y a pas besoin de prescription pour que les personnes, les participants, les usagers, voilà, viennent jusqu'à nous et en fassent la demande. C'est vraiment voilà, une des seules conditions. Ok, merci. Merci beaucoup. Oui. À moins qu'il y ait une dernière question qui restera en suspens, que je n'aurais pas vue, mais sinon, n'hésitez pas à me couper si je mange une question à quelqu'un. Mais sinon, merci à tous. Merci Manon pour cette présentation et le temps d'échange. Donc, si vous avez bien noté les adresses mail de la BP Clud et du Hall Santé,
et de Manon, si vous avez d'autres, vous voulez poursuivre les échanges, n'hésitez pas. Et puis enfin, on se retrouve le 15 mai pour la prochaine visio J'améliore mes pratiques sur les directives anticipées. Je vous souhaite une bonne journée à tous et vous pouvez retrouver l'enregistrement dans les prochains jours sur la chaîne YouTube du CHU. Au revoir. Merci, bonne journée à tous.